OK, donc je vais corriger rapidement l'exercice. Donc, on a les données. Ensuite, dans le fond, la note qu'on veut, c'est le La fondamental. Donc, n égale 1. Donc, si on applique l'équation qu'on avait tout à l'heure pour une corde fixée aux deux extrémités, ça va donner ceci pour n égale 1. La fréquence, on veut 440. Le L de la corde, la longueur de la corde, 0,45 mètres. Ça permet d'avoir une vitesse de 396 mètres par seconde. Donc, ça veut dire qu'il faut que les ondes voyagent à 396 mètres par seconde. C'est quand même fou, là. C'est des données tout à fait réalistes là, qui sont dans le problème. Donc, ça voyage extrêmement vite les ondes sur une corde de guitare. 396 mètres par seconde. Après ça, euh, on se sert de l'équation comme quoi la vitesse est égale à la racine de la tension sur mu. Et le mu, on le calcule par la masse divisée par la longueur de la corde. Ça donne 0,002 kg par mètre. Et à partir de ça, dans le fond, on utilise cette équation-là ici pour aller isoler la tension, V carré fois mu, et ça nous permet de trouver 314 newtons. Donc, ça prend une tension de 314 newtons pour avoir La fondamental. Maintenant, la question, est-ce qu'il faut que j'augmente ou je diminue la tension de la corde? Quelqu'un qui joue de la guitare pourra répondre à cette question sans même regarder les équations. Euh, mais si vous n'êtes pas habitué, alors on va regarder les équations. Donc, dans le fond, ce qu'on remarque, c'est que dans le fond, la fréquence qu'on a présentement, c'est 466 Hz. Ça, c'est la fréquence qui est comme qui est pas bonne. C'est la fréquence qui est mal accordée. Et on veut diminuer la fréquence à 440 Hz. Fait que dans le fond, on veut diminuer la fréquence. Ça veut dire que pour diminuer la fréquence, il faut qu'on diminue la vitesse des ondes. Pour diminuer la vitesse des ondes, parce qu'ici on voit que les deux sont proportionnels, pour diminuer la vitesse des ondes, ça veut dire, regardez ici, pour diminuer la vitesse des ondes, il faut diminuer la tension de la corde, parce qu'ici, on voit que les deux sont proportionnels. Donc, il faut diminuer la tension de la corde. Donc, la réponse, c'est qu'il faut diminuer la tension de la corde. Effectivement, si jamais vous avez déjà joué à la guitare, un violon ou un autre instrument à cordes, vous savez dans le fond, en rendant la corde plus lousse, moins tendue, avec la cheville d'ajustement, ça fait en sorte, en diminuant la tension de la corde, vous rendez la note plus grave. C'est exactement ce qu'on veut ici. On veut diminuer la fréquence de la note. Alors voilà qui termine la solution de cet exercice. Euh, à partir à partir de maintenant jusqu'à la fin du chapitre 1, nous allons traiter spécifiquement du son. En fait, on a déjà comme introduit le son en quelque sorte en parlant de la guitare dans l'exemple précédent. Mais maintenant, on va vraiment s'intéresser uniquement au son jusqu'à la fin du chapitre. Puis ça, je trouve ça vraiment fascinant. Le son, quoi de plus fascinant, quoi de plus concret aussi. C'est merveilleux. Puis en plus, on peut faire des liens avec la musique, comme justement on a commencé à en faire avec l'exemple précédent. Donc, pour tous les musiciens en herbe, vous allez vraiment aimer ça. C'est vraiment fascinant. Euh, je pose une question. Je vous montre une photo de Louis Armstrong, un trompettiste jazzman légendaire, incroyable. Euh, et je vous pose la question, comment fait-on pour jouer différentes notes sur une trompette? Comment ça se fait que, dépendamment des touches qui vont être pesées, comment ça se fait qu'on peut générer différentes notes? Je pose la question sur une trompette, parce que sur la photo, on avait une trompette, mais je pourrais poser la question sur un trombone aussi, par exemple, ou un saxophone. Euh, donc, comment on fait pour jouer différentes notes? Comment on fait pour faire résonner différentes fréquences? C'est un peu ça ma question aussi, dépendamment des chemins qu'emprunte l'air dans la trompette. Alors, je vais commencer par vous présenter une petite vidéo qui vous montre un peu le principe d'une onde sonore.
On va commencer avec le commencement. Le son est une onde mécanique qui se propage dans les milieux compressibles. Dans l'air, symbolisé ici par des petites billes, le passage d'une onde sonore va mettre en mouvement les molécules d'air. Il s'agit d'une onde de pression. Cette image arrêtée nous permet de distinguer des zones de compression, avec une forte densité de molécules, et des zones de dépression, avec une faible densité de molécules. En observant la molécule rouge, vous noterez que c'est bien l'onde de pression qui se propage, et non pas l'air. Chaque molécule ne fait que vibrer de quelques micromètres autour de sa position d'équilibre. Pour émettre un son, il suffit de mettre l'air en mouvement. Mais pour entendre ce son, il faut que sa fréquence soit comprise dans la bande de sensibilité de l'oreille humaine, c'est-à-dire entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc, voilà. Donc, l'oreille humaine a une échelle de sensibilité qui n'est pas infinie. 20 Hz, c'est à peu près le son le plus grave en fait, qu'on peut considérer comme un son et oui, qu'on peut entendre. Et un son supérieur à 20 millihertz, ben on l'entendra pas. Ça devient un ultrason. Le dauphin va peut-être l'entendre, une chauve-souris, mais pas un être humain. Cela dit, il y a quand même une variation de ça, puis avec l'âge, l'ouïe des hautes fréquences diminue quand même pas mal. Donc, ces 20 millihertz, c'est peut-être pour une personne jeune, mais en vieillissant, la fréquence maximale, elle peut diminuer à 17 millihertz, 15 millihertz, éventuellement 10 millihertz peut-être. Donc, la fréquence maximale diminue, perçue, va diminuer avec l'âge. Euh, OK. Dans tous les exercices, sauf mention contraire, on va considérer que le son voyage à 340 mètres par seconde. C'est une vitesse qui est à peu près normale dans l'air, c'est-à-dire à température normale, disons à 20 degrés Celsius, c'est environ ça, 340 mètres par seconde. Fait que dans tous les exercices, pour se simplifier la vie, on va toujours utiliser cette donnée-là, 340 mètres par seconde. Donc, c'est la vitesse du son dans l'air. Euh, donc, c'est assez rapide, mais en même temps, c'est beaucoup moins rapide que la lumière. Je dis, d'où le truc du tonnerre, c'est drôle ça, parce que vous avez sûrement entendu cette affaire-là. Donc, tu sais, quand c'est l'orage, puis là, on voit l'éclair, puis on entend le tonnerre avec un certain décalage. Et le son nous arrive plus tard. Le son arrive en retard par rapport au flash lumineux qu'on voit. Et là, vous avez sûrement déjà entendu ça, le truc pour estimer la distance où l'éclair a tombé. Euh, alors, le truc, en fait, c'est simplement basé ben, en fait, c'est simplement basé sur le fait que 340 mètres par seconde, c'est proche de 1 km par seconde. La vitesse du son est proche environ un tiers de kilomètre par seconde. Fait que dans le fond, le truc, c'est de dire, on compte le temps entre le moment où on voit le flash, au moment où on voit l'éclair, et le moment où on entend le tonnerre. L'idée, c'est que le flash, vous le voyez presque instantanément, parce que la lumière voyage excessivement vite, 300 000 km par seconde. À toute fin pratique, on peut considérer ça instantané dans ce contexte-ci. Donc, on peut considérer que le moment où vous voyez l'éclair, c'est le moment réel où il tombe. C'est pas exactement ça, dans le sens que la lumière, elle aussi, après un certain temps à arriver, mais comme je dis, c'est qu'elle est tellement rapide que c'est négligeable. Donc, euh, à toute fin pratique, on peut considérer que le moment où vous voyez l'éclair, c'est le moment où il tombe. Et là, on commence à compter à partir de là. Et le délai qu'il va y avoir entre les deux, c'est le temps que prend le son pour se rendre jusqu'à vous. Mais le son, lui, voyage à un tiers de kilomètre par seconde. Fait que si, admettons, vous avez compté 3 secondes entre les deux, ça veut dire qu'il y a 1 kilomètre. Si vous avez compté, mettons, 6 secondes, à ce moment-là, ça veut dire que le tonnerre est tombé à 2 kilomètres.
Donc, autrement dit, vous prenez le nombre de secondes qu'il y a entre le tonnerre et l'éclair, divisé par 3, ou si vous voulez, fois un tiers de kilomètre par seconde, et vous obtenez le nombre de kilomètres auquel la distance en kilomètres euh, où l'éclair a tombé par rapport à vous. Pour être encore plus précis, cependant, la vitesse du son, elle est proportionnelle à la température, en réalité. Donc, on pourrait dire de façon approximative que la vitesse du son est environ égale à 20 fois la racine carrée de la température étant exprimée en Kelvin, en degrés Kelvin. Donc, grosso modo, parce que cette formule-là n'est pas importante en soi, là. C'est juste pour vous dire que, en réalité, la vitesse du son dans l'air n'est pas toujours 340. En réalité, elle est proportionnelle à la température. Donc, plus il fait chaud, plus le son va vite. C'est ce que ça veut dire. Je veux maintenant vous présenter une vidéo qui vous parle des zones, des fréquences de résonance dans un tube. Donc, en fait, c'est simplement un tube rempli d'air, un tube bien normal, et on va mettre un haut-parleur à une extrémité du tube et on va faire vibrer l'air à l'intérieur à différentes fréquences. Et là, on va observer qu'il y a certaines fréquences qui vont donner lieu à de la résonance, c'est-à-dire les fréquences qui donnent lieu à la résonance, ça veut dire que le son va devenir beaucoup plus fort, va être amplifié, dans le fond, à ces fréquences-là. Donc, je vais céder la parole à Monsieur Edumedia. Afin d'étudier les propriétés d'une onde sonore, le physicien allemand August Kundt a conçu un dispositif qui porte maintenant son nom. Un tube transparent, de longueur connue et rempli d'air, est excité par un haut-parleur de fréquence variable. L'extrémité opposée reste ouverte. L'intérêt premier de cette expérience, c'est de révéler qu'une onde ne peut pas toujours se propager dans le tube. Pour une fréquence quelconque, les mouvements des molécules d'air restent faibles et aléatoires. Mais ce que cherche avant tout August Kundt, ce sont les conditions très particulières d'une résonance. Il montre que pour une certaine fréquence, fonction de la longueur du tube, une onde apparaît. Il s'agit d'une onde stationnaire, car elle ne se propage pas. L'ensemble fait plus penser à une vibration localisée qu'à une onde. Mais c'est bien d'une onde dont il s'agit, qui est la somme de deux ondes progressives, de même fréquence et de même amplitude, mais se propageant dans des directions opposées. La forme d'une onde stationnaire est très caractéristique. Elle est reconnaissable à des nœuds de vibration, lieu des points immobiles à tout instant, et à des ventres de vibration, lieu des points vibrant avec une amplitude maximale. On retiendra aussi qu'il existe plusieurs fréquences de résonance, donnant des formes d'ondes stationnaires différentes les unes des autres. Alors ça, c'est vraiment fascinant. Donc, eux autres, ils l'appellent les tubes de Kundt. Ben bon, nous autres, on va les appeler simplement les tuyaux résonnants. Alors, c'est simplement un tuyau rempli d'air. Mais là, le haut-parleur, on commence à lui donner une fréquence, mettons une fréquence quelconque ici. Remarquez, là, présentement, la fréquence est faible. C'est assez lentement. Là, je suis rendu à une fréquence d'excitation de 170 Hz. Alors, il fait un son d'une fréquence de 170 Hz. Ça donne pas grand-chose, vous voyez. Ça ici, là, ce que vous avez, c'est S, ça veut dire S pour spacing, c'est le déplacement. C'est le déplacement des molécules en fonction du temps. Donc, par exemple, les molécules qui se trouvent ici en rouge ici, alors en bas ici vis-à-vis, vous avez leur déplacement en fonction du temps. Alors, vous voyez que là, présentement, tu sais, bon, à part ceux-là qui sont proches du haut-parleur, il n'y a pas grand-chose qui se passe, là. Maintenant, je continue à augmenter la fréquence d'excitation. Pas grand-chose qui se passe. C'est pas mal aléatoire, en fait. Et là, j'arrive à 340 Hz et là, bingo. Là, j'ai vraiment quelque chose de particulier qui se passe. J'ai une première onde stationnaire. J'ai une première résonance dans mon tuyau. Donc là, ça résonne. Et là, si mon son, il va être vraiment amplifié à ce moment-là.
Et ce que j'ai, c'est que, vous voyez, j'ai une amplitude de vibration qui est vraiment, vraiment amplifiée par rapport à ce que j'avais tout à l'heure. Voyez-vous ça? Voyez-vous le mouvement des molécules ici? Et voyez-vous le mouvement des molécules ici? Donc là, ici, les molécules d'air, ils s'excitent vraiment, là. Alors là, ici, j'ai une grosse amplitude de vibration vis-à-vis ici, à l'extrémité gauche. Donc, c'est un ventre de vibration. Autrement dit, ici, c'est un tube ouvert. Donc, les molécules qui sont à l'extrémité, ils ont la liberté de pouvoir bouger. Donc, ils vont bouger beaucoup. En plein milieu, ici, j'ai un nœud. Donc, ici, les molécules restent vraiment immobiles. Et vis-à-vis le haut-parleur, ben là, ça bouge au max parce que ces molécules-là sont directement poussées vers l'avant, vers l'arrière par l'excitation du haut-parleur. Donc, eux autres aussi, ils sont sur un ventre de vibration. Si je continue à augmenter la fréquence, encore une fois, à 510 Hz, il ne se passe rien. 680, le party recommence. Voyez-vous le lien entre 680 Hz et 340 Hz? Donc, bien sûr, on a un facteur 2 ici. Donc, ça, c'est la fréquence fondamentale, la fréquence d'excitation fondamentale. 680 Hz, 2 fois la fréquence fondamentale. Donc, ici, on a le deuxième mode. Et là, voyez-vous ce qui se passe? J'ai deux nœuds où j'ai aucune vibration et j'ai les ventres où la vibration est maximale. Donc maintenant, j'ai 3 ventres et 2 nœuds, alors qu'ici, j'avais seulement un nœud et 2 ventres. Okay? 850 Hz, il ne se passe rien. 1020 Hz, le party recommence. Alors là, j'ai 3 nœuds, 4 ventres. Alors, je peux continuer comme ça autant que je veux. Donc, à chaque multiple entier de 340 Hz, je vais revenir à à chaque multiple entier de la fréquence de résonance, de la fréquence fondamentale, je vais arriver à un nouveau mode de résonance. Maintenant, ça, c'est la situation où j'ai les deux extrémités ouvertes, en fait. Donc ici, l'extrémité ici est ouverte. Ça ici, le haut-parleur, c'est comme une extrémité ouverte. Autrement dit, l'air peut s'échapper ici, là. Il peut se déplacer à l'extérieur du tube s'il le veut, là, même s'il y a le haut-parleur. Donc ça, c'est un tube ouvert aux deux extrémités. Ce que dans le livre, ils vont appeler un tuyau ouvert-ouvert. Donc ouvert à gauche, ouvert à droite. Maintenant, on peut faire un deuxième type de tube. Faisons l'expérience avec un tube qui est ouvert à droite encore, mais fermé à gauche. Donc là, ici, le tube est fermé. L'air ne peut pas passer à gauche. Voyons ce qui va se produire. Je vais recommencer ici à 160. Mettons, je recommence à une fréquence quelconque ici, il ne se passe pas grand-chose. J'arrive à 170 Hz, le party commence. Alors là, j'ai la première fréquence d'oscillation qui va se produire. Voyez-vous, elle est différente de tout à l'heure. Cette fois-ci, j'ai un nœud ici de déplacement et j'ai un ventre de déplacement ici vis-à-vis le haut-parleur. Pourquoi? Parce que vis-à-vis le haut-parleur, les molécules peuvent bouger au maximum ici, parce que cette extrémité-là est ouverte. Donc ici, ils peuvent bouger au maximum. Donc, ils ont vraiment une amplitude d'oscillation maximum, donc c'est un ventre. Tandis qu'à l'extrémité fermée, les molécules d'air sont bloquées, dans le fond, par l'extrémité fermée. Donc, les molécules, ici, ne peuvent pas bouger, dans le fond. Ils sont stoppés dans leur mouvement par l'extrémité fermée. Donc, l'extrémité gauche, ici, maintenant, constitue un nœud. Fait que la première façon d'avoir un nœud et un ventre, ici, à l'autre extrémité, ben, c'est cette forme-là. Ensuite, on va à 340 Hz, il ne se passe rien. 510 Hz, bingo, on a le deuxième mode qui apparaît. Alors là encore, on a toujours un nœud à l'extrémité fermée, mais là, il y a un deuxième nœud qui apparaît ici. Et maintenant, on a deux ventres. 680 Hz, il ne se passe rien. 850 Hz, bingo, on a le troisième mode d'oscillation. Mais là, je vais vous faire remarquer quelque chose.
Tantôt, avec le tube ouvert, on avait la première fréquence de résonance à 340. Ensuite, la deuxième, c'était une fréquence 2 fois plus élevée. Puis après ça, la troisième a une fréquence 3 fois plus élevée. Donc, autrement dit, on avait la fréquence fondamentale. La deuxième mode était une fréquence 2 fois plus grande et la troisième mode, une fréquence 3 fois plus grande. Donc, on avait n égale 1, n égale 2, n égale 3. Euh, les, les, euh, les fréquences de résonance, dans le fond, toutes les harmoniques existaient. Donc, on avait n égale 1, n égale 2, n égale 3, toutes les harmoniques existent. Tandis que dans un tuyau qui est fermé à une extrémité, ce que dans le livre, ils vont appeler un tuyau fermé-ouvert, donc fermé à une extrémité, ouvert à l'autre extrémité. Remarquez ce qui se passe, c'est que la fréquence de résonance, c'est 170 Hz, mais le deuxième mode, il ne va pas se produire à 340 Hz. Il ne va pas se produire à une fréquence 2 fois plus grande. Il va se produire à 510 Hz. 510 Hz, c'est 3 fois 170. Donc, ici, on a la fréquence de résonance. La deuxième mode va se faire... ici, on a la fréquence de... La première fréquence de résonance, donc la fréquence fondamentale. Le deuxième mode va se produire à une fréquence 3 fois la fréquence de résonance. Et le troisième mode va se produire à une fréquence 5 fois la fréquence fondamentale. Donc ici, on a seulement les harmoniques impaires. Donc ici, on a l'harmonique 1, ici, on a l'harmonique 3, ici, on a l'harmonique 5. Okay? Donc ici, on a seulement les harmoniques impaires dans la situation d'un tuyau fermé à une extrémité et ouvert à l'autre. Donc si on regarde les différentes situations ici, d'abord, on va commencer par analyser le tuyau fermé-fermé, donc un tuyau qui est fermé aux deux extrémités. Vous allez dire comment on peut avoir du son là-dedans. Ben, en fait, dans cette situation-là, il faut qu'évidemment que le haut-parleur soit à l'intérieur du tuyau. OK. Donc, dans le fond, à chaque fois qu'on a une extrémité fermée, l'air est bloqué. Donc, à ce moment-là, il ne peut pas se déplacer. L'air ne peut pas se déplacer à cet endroit-là. Donc, on a forcément un nœud de déplacement à l'endroit où se trouve le bouchon. Donc, ici, on a un nœud à gauche et on doit aussi avoir un nœud à droite. Donc, la première façon d'avoir un nœud là, la plus grande onde qu'on peut avoir, c'est celle-ci. Alors, ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on a la longueur d'onde qui va être égale à, dans le fond, la longueur d'onde est 2 fois plus grande que la longueur du tuyau. Elle étant la longueur du tuyau ici. Donc, la longueur d'onde est 2 fois la longueur du tuyau dans la première situation. Dans la deuxième situation, on a carrément une longueur de tuyau égale une longueur d'onde, donc lambda 2 égale L. Dans la troisième situation, on a 2 tiers la longueur d'onde. Une longueur d'onde, c'est 2 tiers de la longueur du tuyau. Donc, si on généralise ça, dans le fond, si on généralise nos trois équations, donc pour n égale 1, on a 2L. Pour n égale 2, on a L. Pour n égale 3, on a ça. Donc, en général, ça veut dire que la longueur d'onde égale à L sur n. Donc, pour n égale 1, ça fait 2L ici. Pour n égale 2, ça fait L. Pour n égale 3, ça fait 2L sur 3. Okay? Et là, si on applique toujours notre F égale V sur lambda, ça fait V sur 2L sur N. Fait que là, si on ramène le N en haut, ça fait NV sur 2L. Donc ça, c'est les fréquences de résonance pour le tuyau fermé aux deux extrémités. Fn égale à NV sur 2L. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que tous les N sont possibles. N égale 1, N égale 2, N égale 3, tous les N sont possibles. Donc, autrement dit, toutes les harmoniques existent.
Euh, ensuite, faisons la situation pour le tuyau. Faisons la situation pour le tuyau fermé-ouvert. Donc, fermé-ouvert, je répète, c'est fermé à une extrémité, ouvert à l'autre extrémité. Donc, ici, vis-à-vis le bout ici, ça doit être un nœud parce que les molécules sont bloquées. Ici, les molécules ont libre, peuvent, en fond, les molécules peuvent osciller au maximum. Donc, ici, on a un ventre à l'extrémité ouverte. Donc, ce qui fait en sorte que si on regarde la longueur d'onde ici, on a un quart de longueur d'onde. Donc, autrement dit, la longueur d'onde, elle est 4 fois plus grande que la longueur du tube. Donc, la longueur d'onde ici égale 4L. Ici, on trouverait que la longueur d'onde est égale à 4 tiers de L. Ici, on trouverait que la longueur d'onde est égale à 4 cinquièmes de L. Donc, en général, on aurait, dans le fond, la longueur d'onde pour le mode N, c'est-à-dire pour l'harmonique N, ça serait 4L sur N. Donc, si on regarde la fréquence, ça veut dire fréquence égale vitesse sur longueur d'onde. Donc, la vitesse sur la longueur d'onde qui est 4L sur N. On ramène le N en haut, ça fait NV sur 4L. Donc, les fréquences qui vont donner lieu à la résonance, dans ce cas-ci, ça va être NV sur 4L. Sauf que, très important, c'est que, dans le fond, les N, si on remarque, les N, regardez, le premier N, c'était 1, le deuxième, c'était 3, le troisième, c'était 5. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que c'est seulement les harmoniques impaires qui existent. Vous voyez, on passe direct de 1 à 3 à 5. On ne fait pas toutes les entiers. Donc, les N possibles, c'est seulement 1, 3, 5, etc. Donc, seulement les nombres impairs. Seulement les harmoniques impaires existent pour un tuyau fermé-ouvert. Contrairement à un tuyau fermé-fermé qui, lui, permet toutes les harmoniques. Toutes les harmoniques. Tandis qu'ici, on a seulement les harmoniques impaires. Seulement les fréquences qui sont les multiples impairs de la fréquence fondamentale vont donner lieu à la résonance. Et bon, pour le tuyau ouvert, on fait la même démarche et on va trouver que la fréquence de résonance va être égale à NV sur 2L. Donc, finalement, on se ramasse à quelque chose similaire au tuyau fermé, en fait. Et ça va permettre, encore une fois, toutes les harmoniques. Exemple de tuyau fermé. Les gens trouvent ça toujours drôle quand je dis ça, mais c'est un peu comme une douche, en quelque sorte. Tu sais, ben, ok, vous allez dire, ouais, mais une douche, c'est pas nécessairement un tuyau. Mais imaginons que votre douche est en forme de tuyau. Imaginons. Et qu'elle est fermée aux deux extrémités. Ben, à la limite, on pourrait considérer ça comme un tuyau fermé. Ensuite, un tuyau fermé-ouvert, il y a des exemples de ça dans le monde de la musique. Par exemple, une flûte de Pan. Une flûte de Pan, dans le fond, c'est les tuyaux, c'est des tuyaux fermés. Dans le fond, la personne met sa bouche vis-à-vis de l'extrémité ouverte, puis l'autre, l'extrémité en bas du tuyau, normalement, c'est fermé. Il existe aussi des flûtes de Pan où le tuyau est ouvert en bas, mais la majorité là, des flûtes de Pan, c'est avec un tuyau fermé. Donc, c'est un exemple. Donc, dépendamment de la longueur du tuyau, ça va donner lieu à des fréquences de résonance différentes. Donc, c'est pour ça que la personne va changer de longueur de tuyau avec sa bouche, va aller placer sa bouche
à différents tuyaux, dépendamment de la note que la personne veut faire. Donc, autrement dit, dépendamment de la fréquence qu'elle veut faire résonner. Un autre exemple de tuyau fermé-ouvert, c'est un orgue. La différence avec une flûte de pan, c'est que dans l'orgue, les tuyaux sont plus gros, bien sûr, puis aussi, c'est qu'à la place d'être une bouche qui fait vibrer la colonne d'air, c'est une machine. Mais c'est quand même c'est quand même le même principe dans le fond. C'est encore une fois un tuyau fermé-ouvert. On peut même nommer encore d'autres exemples de tuyaux fermés-ouverts dans le monde de la musique. En fait, c'est très fréquent. Un exemple classique que j'adore, c'est le trombone. Pourquoi? Pour sa simplicité physique. En fait, le trombone, c'est juste un tuyau. C'est rien d'autre que ça. En fait, c'est marqué, on a l'embouchure ici, hein, donc on crée la vibration. Cette extrémité-là est donc fermée parce qu'elle est bloquée par la bouche. Et après ça, on a toute la- la- l'onde sonore va se créer sur toute la longueur du tuyau jusqu'à la sortie ici. Donc, on a ici une extrémité ouverte, bien sûr. Donc, on a un tuyau fermé-ouvert. Et dans le fond, dépendamment, le tromboniste va bouger avec son bras, va faire coulisser les tuyaux ensemble de façon à augmenter ou réduire la longueur totale de son tuyau. Donc, dans le fond, j'adore le trombone parce que c'est tellement simple, c'est juste un tuyau, c'est juste ça. C'est un tuyau de longueur variable, tout simplement. Fait qu'en faisant coulisser le truc, on peut faire augmenter ou on peut augmenter la longueur du tuyau ou rétrécir la longueur du tuyau, tout simplement, pour générer différentes fréquences de résonance, donc différentes notes. D'ailleurs, j'ai un ami qui adore le son du trombone, puis il trouve qu'il y a vraiment une espèce de pureté dans, 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 dans le son que procure le trombone, une résonance qui est vraiment puissante. Puis je suis d'accord avec lui. Puis selon moi, c'est peut-être dû au fait que le trombone est si simple physiquement. Tu sais, c'est vraiment pur, c'est juste un tuyau résonnant, that's it. Aucune autre chose, aucune complication dans l'affaire. Alors, le trombone, un excellent exemple. Sinon, on peut donner d'autres exemples encore dans le monde de la musique, toujours pardon, de tuyaux fermés-ouverts. On peut encore nommer la trompette. Donc, d'ailleurs, je l'avais introduite là, au début de la partie sur les tuyaux résonnants avec Louis Armstrong. Alors, la trompette, c'est encore une fois la même chose. C'est un tuyau de longueur variable. En fait, le son, finalement, l'onde stationnaire, dans le fond, la trompette, c'est un tuyau, mais on va faire changer la longueur du tuyau. Mais plutôt qu'y aller en coulissant, comme avec le trombone, on va appuyer sur les touches ici, ce qui va bloquer certains tuyaux ou forcer le son de prendre des espèces de détours, dans le fond, comme par exemple le petit tuyau que vous avez ici. Donc, ça va comme allonger la longueur du tuyau ou la petite portion qui est ici. Donc, ça va allonger ou réduire la longueur du tuyau et ça va donc permettre de créer différentes fréquences de résonance, donc différentes notes avec la trompette. Donc, c'est le même principe. On change la longueur du tuyau résonnant en appuyant sur les touches, mais c'est juste que c'est ça. On y va avec les touches plutôt qu'en changeant directement la longueur du tuyau par un coulissement. On peut aussi parler, par exemple, de la clarinette. C'est un autre exemple de tuyau fermé-ouvert. Euh, donc, vous avez compris, là, tous les instruments avant, en fait, fonctionnent sur le principe des tuyaux résonnants. Pour ce qui est des tuyaux ouverts, maintenant, ça aussi, il y en a des exemples dans le monde de la musique. Les meilleurs exemples, c'est les flûtes. Euh, donc, nommément la flûte traversière et aussi la flûte à bec. Ce sont deux superbes exemples de tuyaux ouverts. Donc, ici, on a une magnifique flûte à bec. Donc, effectivement, vous allez dire, ouais, mais l'embouchure ici, elle est bouchée par la bouche du musicien, c'est vrai, par la bouche du flûtiste ou de la flûtiste, mais il y a une ouverture ici sur le dessus qui fait en sorte que c'est quand même un tuyau ouvert aux deux extrémités. L'air peut quand même circuler librement
aux deux extrémités du tuyau. La flûte, voyez-vous, c'est plus compliqué que le trombone parce que en réalité, il y a un seul tuyau, voyez-vous? Il y a un seul tuyau. Fait que comment qu'on fait pour changer la longueur du tuyau pour générer différentes fréquences de résonance, ou autrement dit pour générer différentes notes? Ben, c'est en appuyant sur les touches ou les trous, en fait. Donc, en bouchant les trous ou en ouvrant les trous, on change un peu ce qu'on pourrait appeler la longueur efficace du tube. Fait que c'est un peu plus compliqué, c'est plus subtil là, dans le cas d'une flûte, parce que c'est toujours le même tube, mais c'est comme si, autrement dit, si, admettons, vous bouchez tous les trous, ben là, l'air, si vous bouchez tous les trous, ben là, l'air n'a pas le choix. Dans le fond, la longueur du tube, c'est la flûte au complet. Mais là, si vous laissez des trous ouverts, ben là, c'est comme si vous changez en quelque sorte la longueur efficace du tube. Mais c'est un petit peu plus compliqué, comme vous voyez, que par exemple la trompette ou le trombone. Euh, la flûte traversière est un autre exemple de tuyau ouvert-ouvert. Donc, avec la flûte traversière, on bouche pas l'ouverture avec la bouche. On ne bloque pas l'ouverture avec sa bouche. Donc, c'est aussi ouvert aux deux extrémités. OK, je vais attaquer maintenant. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup cette matière-là, c'est qu'on peut faire ça nous permet de comprendre les instruments de musique et je trouve que c'est un beau lien à faire. Euh, alors, faisons un exemple. On fait varier la longueur d'une colonne d'air en modifiant le niveau d'eau dans un tuyau. Donc, on va s'imaginer la situation. On a ici un tuyau qui est rempli d'eau. On place un diapason. On va en reparler dans les prochaines sections. Mais un diapason, c'est simplement une espèce de fourche comme ceci, métallique. Et là, quand on la cogne, ça fait un son très pur. Je vais vous en montrer en classe. Donc, on place un diapason vibrant. Donc, ça, autrement dit, c'est juste, on a une source sonore qui donne une fréquence pure. C'est ça que ça veut dire. Euh, Vibrant directement au-dessus de l'extrémité ouverte. Donc, c'est comme si on imagine que le diapason est ici. Il émet un son pur vers le tuyau. Pendant que le niveau d'eau baisse, on entend une première résonance lorsque la hauteur de la colonne d'air est égale à 18,9 cm et une deuxième résonance à 56,7 cm. Quelle est la fréquence du son émis par le diapason? On suppose que la vitesse du son est égale à 340 mètres par seconde. En fait, on va considérer la chose suivante. Au départ, on va considérer le tube est plein d'eau. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va graduellement baisser le niveau d'eau. Alors, lorsque le niveau d'eau atteint... en fait, lorsque le niveau d'eau fait en sorte que la colonne d'air, donc l'eau, c'est un peu vidé. Donc maintenant, le niveau d'eau est rendu ici. Lorsqu'on est rendu que la colonne d'air mesure 18,9 cm, on a une première résonance. Concrètement, là, ça s'entend très bien. C'est-à-dire qu'au départ, quand le niveau d'eau était plein, on entendait juste le son du diapason comme tel. Il n'y avait pas de résonance. Mais là, quand on arrive exactement à ce niveau d'eau-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, on va entendre le son beaucoup plus fort. Ça va être amplifié. On va l'entendre, là, ça va être beaucoup plus fort. Alors, c'est très facile expérimentalement de savoir à quel endroit est-ce on obtient la résonance parce que le son devient vraiment amplifié. Et ensuite, on continue. Donc, ici, il se produit une première résonance. Et ensuite, on continue de baisser le niveau d'eau. Et lorsque l'eau fait en sorte qu'on a une colonne d'air de 56,7 cm, on a une deuxième résonance. Donc, on vous demande à partir de ces informations-là, quelle est la fréquence du son émis par le diapason?
Alors, je vous laisse le faire. Vous allez pouvoir vous vérifier avec la réponse qui est ici. Donc, et lorsque vous aurez terminé le problème, vous pouvez regarder la solution dans la prochaine vidéo.